De partout, vous nous suivez, nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 22 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. Ouverture ce mercredi 23 octobre 2019 de la première grande rencontre des chefs d'État africains et la Russie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentera le pays à ce forum politico-économique, forum qui va marquer le grand retour de Moscou de plein pied en Afrique. Notre confrère Abraham Louakabwanga donne le programme de la rencontre et fait les supputations sur les bénéfices que gagneront les deux parties. Park of Science and Art, cette salle que vous voyez à nos côtés, va abriter à partir de demain, mercredi 23 octobre 2019, la première grande rencontre entre la Fédération de Russie et les pays africains. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, y est attendu et pourra par ailleurs s'exprimer devant l'Assemblée pour pouvoir donner les grandes lignes de son programme économique mais également politique, ce qui devrait attirer l'attention des investisseurs russes. Mais pourquoi ce sommet? C'est cela la grande question que tout le monde se pose. Eh bien, ce premier sommet, qui espère voir la participation de tous les pays et chefs d'État africains, aura une attention particulière sur l'état et les perspectives des relations entre la Russie et les pays africains. Il est également attendu des grandes discussions concernant les domaines politiques, domaines économiques et les domaines sécuritaires, mais également en termes d'investissement. Qu'est-ce que la Russie pourrait offrir à l'Afrique et qu'est-ce que l'Afrique pourrait offrir à la Russie? Ce débat-là pourra se tenir, mais également des échanges approfondis seront mis sur pied de manière à ce qu'une déclaration finale commune, conjointe, soit lue après les 48 heures de débat. Concomitamment à ce sommet se tiendra un forum économique qui, lui, pourra discuter des différentes perspectives économiques qu'offre non seulement l'Afrique, qui aura l'occasion de présenter également ses produits, non pas seulement ses matières premières, mais sa vision, sa recherche d'industrialisation. Bref, l'Afrique aura une opportunité ici de s'adresser directement à la Russie, qui est dans le top 5 des nations mondiales, et pourra, au travers de ces échanges, acquérir plus de technologies et pourquoi pas plus d'investissements. Donc nous espérons que pendant les 48 heures que le président de la République passera dans cette ville de Sochi, Sochi qui, je vous rappelle, a abrité les Jeux Olympiques d'hiver en 2014, cette cité qui se trouve juste à côté de la mer Noire est une excellente ville. Le chef de l'État aura plus d'un tête-à-tête avec le président Vladimir Poutine. Au cours de ces échanges, je crois qu'il pourra définir, il pourra obtenir, il pourra discuter avec son homologue russe des différentes perspectives et pourquoi pas l'inviter à convaincre les investisseurs russes à venir en RDC. Revenons au pays pour parler cette fois de la visite de réconfort du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux accidentés de Mbanzango. Nous sommes dans la province du Congo central. Les détails avec Patrick Michel Moukoui. Au moment de notre arrivée sur les lieux du drame, de la fumée s'échappe encore des débris éparpillés. La carcasse calcinée du véhicule renseigne mieux sur la violence de l'impact. Les premiers témoignages sur place renseignent un excès de vitesse et une défaillance de frein du bus surchargé de passagers et marchandises. Sous le coup de 14 heures, le cortège présidentiel arrive à l'entrée Gombe-Matadi où se produit l'accident. Accompagné de son épouse, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annulé son déplacement pour le Japon à l'annonce de la nouvelle, a reçu du gouverneur Aïe du Congo central des plus amples détails sur les circonstances de l'accident. Le chef de l'État n'a que le temps de comprendre ses explications avant de se diriger à l'hôpital général de Mbanzangungu pour se rendre compte de l'état de santé des rescapés. Ils sont au total 19 à avoir survécu, dont 3 dans un état critique. Parmi eux, le chauffeur titulaire du bus qui a cédé le volant à son second, ce dernier décédé sur les coups. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un défaut du véhicule? Ou bien c'est lui, c'est une erreur C'était son erreur et puis le défaut du véhicule. C'est-à-dire quoi son erreur? Quand on est en train de monter la montagne de Mbadjangoum, en arrivant au sommet, il a remarqué qu'il y avait chute de l'air. Il aurait dû s'arrêter ou soit prendre directement la première. Ok. Pour oui, le frein moteur. Oui, le frein moteur. Il n'a pas actionné ça, lui. Lui avait minimisé ça. Lui croyait peut-être en descendant avec la 3e vitesse, ça va monter encore. Quant au nombre de décès, l'addition est lourde.
Ce médecin des urgences était de service la nuit de l'événement. Lorsqu'ils sont arrivés, il y a toute une équipe de nuit qui s'est mise en œuvre pour pouvoir les recevoir. Ce sont des polytraumatisés avec multiples fractures ouvertes, du fémur, du tibia et l'autre présente un tableau d'hémothorax. Il y a eu une trentaine de corps qu'on a dû reconstituer qui sont pratiquement à la mort, complètement cassés. Et les populations environnantes décrivent cette descente comme un lieu à haut risque. Selon leur témoignage, il ne s'agit pas d'un premier accident, mais bien sûr d'un quatrième de suite au même endroit. Les chauffeurs qui empruntent donc cette descente doivent être vigilants. A priori, vérifier la qualité de frein, mais aussi rouler à une vitesse comme indiqué. Félix-Antoine Tshisekedi a sur le champ ordonné le transfert par clinique mobile des blessés vers l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa pour de soins appropriés. Il a également instruit ses services et le gouvernement pour une prise en charge complète des rescapés. Profondément touché par les pleurs de familles éprouvées, le président de la République a refusé pratiquement de s'arrêter aux urgences. Il insiste et poursuit sa ronde jusqu'à la morgue pour voir les corps calcinés de ses compatriotes. Une marque de compassion qui va sensiblement toucher les filles et fils du Congo central. En rapport justement avec cet accident de circulation, le gouvernement de la République décide de prendre en charge tous les victimes. L'annonce a été faite par le ministre des Actions humanitaires au sortir de la réunion de conjoncture économique tenue ce mardi 22 octobre à la primature. François Bouelawak. Le ciel était gris ce matin. L'averse n'a pas eu raison de la détermination du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour présider la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique. Steve Mbikai, ministre des Actions humanitaires, a passé la nuit du dimanche sur les lieux du drame en Mbanza-Ngungu. Avec lui, des ambulances et autres kits d'urgence. Revenu à Kinshasa, l'émissaire du chef du gouvernement vient faire le point au comité de conjoncture et les instructions ont rapidement été données. Le gouvernement a pris en charge totalement d'abord les soins. Les soins, il s'est parti avec 3 cliniques mobiles sur Mbanza-Ngungu pour amener tous les corps et puis assister les malades qu'on a déposés. Nous allons les suivre jusqu'à ce qu'ils pourront se rétablir. Et aussi le gouvernement prend en charge tous les frais inhérents à leur inhumation. Avant la publication des rapports des enquêteurs pour élucider les raisons de l'accident, le gouvernement vient d'être lancé sur une des pistes. On a retrouvé beaucoup de bidons de carburant dans ces véhicules accidentés, ce qui a aggravé l'accident et a occasionné même de pertes en vie humaine. Et le ministre des Transports aussi a planché sur le même sujet en insistant sur le fait que les normes de circulation routière ne sont pas respectées. La responsabilité tant pénale que civile du propriétaire de ces véhicules-là est engagée à ces points. Les autres dossiers, notamment liés à la paye des professeurs des universités, la note de conjoncture, les discussions du ministre des Finances avec la Banque mondiale ont été passées au peigne fin. Au ministère de la Coopération, l'on nous parle de l'entretien qu'a eu le ministre d'État avec l'ambassadeur de l'Allemagne et une délégation de l'USAID. Des précisions dans ce reportage. Avec l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, a passé en revue les possibilités de redynamiser la coopération entre les deux pays. Les secteurs ciblés sont la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, avec un accent mis sur les transferts des technologies. Jürgen Kreis, diplomate allemand, pense que la visite prochaine du président Félix Tshisekedi en Allemagne permettrait de relancer les relations de coopération entre Berlin et Kinshasa à travers une grande commission mixte. À son tour, Catherine Brahi, représentant du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, reçu par Pépin Guillaume Manjolo, a réaffirmé la volonté de sa structure de poursuivre son partenariat avec la République démocratique du Congo à travers le ministère d'État à la coopération internationale.
La lutte contre le VIH-Sida serait effective dans la région si le ministère de la Coopération s'y implique. C'est dans ce cadre que le ministre d'État Pépin Guillaume Manjolo a échangé avec le secrétaire exécutif national du PNMLS, le docteur Liévin Kapend. La société civile, représentée ici par Cathy Kalanga, a exprimé au ministre d'État le souhait de cette organisation de devenir un véhicule de paix et un moteur de développement dans la sous-région. La pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la nuit du lundi au mardi 22 octobre a causé beaucoup de dégâts. Le rez-de-chaussée du bâtiment de la fonction publique a été inondé par les eaux de la pluie. Les fonctionnaires ont lancé un cri d'alarme au gouvernement. C'est un reportage de José Baïtouambo. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais à la fonction publique, l'on est loin de vivre cette réalité. Après chaque averse, le bureau déborde des eaux de pluie et les locaux se transforment ainsi en petits lacs, empêchant les fonctionnaires à remplir leurs obligations professionnelles. Ils sont obligés tout au long de la journée à évacuer ces eaux avant d'accéder à leur bureau. À la base de cette situation, les égouts et autres PVC qui ploient sous le poids de l'âge. Pourquoi l'eau a débordé? C'est parce que l'eau qui descend de la toiture, c'est en grande quantité. Mais les PVC qui peuvent conduire de l'eau jusqu'aux égouts est trop petite. La toiture, c'est 110 et les égouts, c'est 60. On doit entretenir les égouts et remplacer tous ces égouts-là et les PVC-là de 60 à 260. Dans ce même bâtiment est logée la cabine qui alimente en électricité le Palais de la Nation, la primature, la Banque centrale pour ne citer que cela, d'où la nécessité de l'entretien général de cette cabine stratégique. C'est depuis 2015 qu'on a fait l'entretien partiel, ce n'était pas général. Maintenant il faut l'entretenir généralement et remplacer d'autres câbles qui sont ici, qui vieillissent de 1950 jusqu'à aujourd'hui. On doit changer des huiles ici pour qu'il y ait un bon fonctionnement dans les bâtiments. Sinon, il y aura toujours des coupures intempestibles et si on ne revoit pas les égouts, un jour il y aura un incendie ici. Construit depuis avec une capacité bien définie, le bâtiment de la fonction publique mérite une cure de jouvence. C'est à quoi s'active Yolande Bongobo Songo sous le leadership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à offrir aux fonctionnaires congolais un environnement de travail assaini. La délégation de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives ITIE a échangé avec la vice-ministre des Mines. D'autres détails dans ce reportage de Nadine Foutouka. Le comité international de l'ITIE organise périodiquement une validation de la traçabilité de recettes issues des industries d'extraction de matières précieuses dans tout le pays minier du monde. La dernière validation date de 2018. Ce rapport a noté des éléments positifs dans la validation de l'ITIE RDC, mais il souligne des correctifs qui doivent être pris par le comité exécutif ITIE RDC avant la validation de 2021. Ce lundi 21 octobre 2019, une délégation de l'ITIE a rencontré la vice-ministre de Mines, Denise Lupetu Tshilombo, pour lui rendre compte de cet état des choses. Le Conseil a conclu que la RDC a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de cette norme, avec beaucoup d'acquis. La validation a constaté aussi des défis, des éléments d'amélioration, et nous avons longuement échangé sur ces éléments d'amélioration où la RDC doit faire des efforts dans les prochains 18 mois pour améliorer encore davantage sa performance. Quand la RDC va accomplir ces correctifs indiqués par l'ITIE international, la feuille de route pour la mise en œuvre de ces mesures dans le délai permettra à la RDC d'atteindre le niveau de progrès satisfaisant ou exceptionnel à l'issue de la deuxième validation qui débutera le 16 avril 2021. Une nouvelle convention collective vient de voir le jour à l'agence congolaise de presse ACP. Cet outil de gestion du média public s'adapte à l'actuel code du travail, offre quelques innovations en faveur du personnel. C'est un reportage de Odilon Kayuma. Désormais, l'agence congolaise de presse ACP sera régie par une nouvelle convention collective. Version révisée, bien entendu, en remplacement de l'ancienne qui date de 2004. Ce document de 92 articles offre quelques innovations
axé essentiellement sur la protection des intérêts des cadres et des agents tout au long de leur vie professionnelle. Par exemple, la promotion en grade et la retraite assurée sont clairement définis par ces nouveaux outils de gestion du média public. Pour obtenir un grade supérieur, il faut satisfaire à 3 conditions. Un minimum de 3 ans et il y a le rendement, c'est-à-dire la cotation de l'agent. Comment vous êtes coté, quel est votre rendement? Vous devez avoir une certaine compétence. Composé de membres de toutes les directions de l'ACP, la commission paritaire qui a élaboré la convention collective s'est fait les devoirs d'expliquer à l'assistance les contenus avant de remettre les documents au directeur général Lambert Kaboy qui a apposé sa signature, y compris les membres de la commission. Aujourd'hui encore, nous avons notre convention collective. Profitons de cet humanisme de M. Kaboy aujourd'hui pour que demain, nous puissions ensemble construire cette maison. Quand vous me regardez très bien dans les yeux, il y a les larmes qui coulent. Ce sont les larmes de la joie. Parce que nous venons de faire ce qui a été impossible pendant un long moment ici. Madame le président du conseil d'administration Muriel Nicole Dibambou et le directeur général ont salué les travaux abattus par la commission paritaire. Ils ont promis d'appliquer à la lettre la nouvelle convention collective devant servir les boussoles pour le bon fonctionnement de l'ACP. Et dans la province de l'Ituri, l'on nous parle de la clôture de l'atelier des discussions sur le projet de l'accord de paix qui sera signé prochainement entre la milice du FRPI et le gouvernement central. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de cette province, Jean Bamanissa. C'est depuis le 16 août dernier que le processus de précantonnement de la milice des forces de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI en sigle, a été lancé par le gouverneur des provinces de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, au site d'Azita, un projet d'accord de paix qui doit être signé avec le gouvernement congolais pour mettre fin à l'activisme de ce groupe armé, actif dans la contrée depuis 18 ans, a été au centre des discussions. La FRPI conditionne la signature d'un accord par le respect de son cahier de charges. La FRPI a déjà montré sa bonne foi en sortant de la brousse pour s'installer à Azita dans les sites de précantonnement avant la signature de l'accord. En contrepartie, la FRPI entend que le gouvernement manifeste sa bonne foi. Présent sur le lieu, l'honorable Banga Tchombe Siméon, président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, a insisté sur l'urgence de pacifier les sites du territoire d'Irumu dont la population a tant souffert des affres de la guerre. De son côté, l'autorité provinciale a indiqué que le dit projet d'accord sera soumis au Premier ministre Sylvestre Ilunga au cours d'une prochaine rencontre prévue à Kinshasa. La prochaine étape, c'est la réunion avec le comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre, accompagné par une dizaine de ministres, pour que nous puissions finaliser la signature de l'accord et en même temps donc mettre en œuvre le cantonnement, la démobilisation, le désarmement, la réinsertion, parce que chaque homme compte. À ce jour, plus de 900 miliciens sont déjà précantonnés en attendant la suite de leur processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. On va se rendre au ministère de la Culture où l'on nous signale que le ministre des tutelles a échangé avec le directeur général du groupe Bolloré. Le contenu de leurs échanges à travers ce reportage. Le groupe Bolloré International est très actif dans la production de films. En République démocratique du Congo, il compte organiser plusieurs projets dans le domaine de la culture. Au regard de cette vision, le directeur général du groupe Bolloré RDC, Eric Kalala, a rencontré le ministre de la Culture et Arts, Jean-Marie Lukundi-Kikouni, pour présenter les différents projets initiés par cette structure qui veut vendre, par la production de films et séries télévisées, la culture de la RDC à travers le monde. Dans le groupe Bolloré, nous avons la filiale Vivendi. Nous sommes dans le groupe Vivendi, là où nous sommes très actifs dans le cinéma et la culture. Par exemple, nous possédons la salle Olympia, mais le Canal+ aussi produit beaucoup de films. Donc vous voyez que c'est un vecteur de culture sur lequel on peut se baser ici au Congo, là où le terreau est très florissant. Juste après,
La commission de sortie de la crise de la Société congolaise de droits d'auteur, qui a également débuté les travaux, est venue faire son premier rapport de travail. Pour cette première réunion, la commission composée de la Direction générale de la SOCODA, du Conseil de surveillance et du cabinet du ministre ont traité la question sur la voie de sortie de la crise consensuelle. Bon, il s'agit de la commission qui a été instituée par le ministre pour ramener la paix au sein des SOCODA en 3 phases. Les voies de sortie de la crise, la question des textes des statuts, quels sont les statuts qui doivent conduire SOCODA, et enfin l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire. Plus que jamais, la SOCODA est déterminée à produire des résultats tant attendus, celui de payer aux artistes leurs droits. Et notre consoeur Lucie Lavichissenda, elle revient sur cette conférence de presse tenue par Wildor Makonero, un ancien parlementaire congolais. L'instauration d'un état des droits sur le cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce Congolais, ancien parlementaire Wildor Makonero, s'estime être lésé dans ses droits. Il dit être déguerpi sans jugement ni arrêt par le parquet général de Lubumbashi. Ce parquet lui demande de retirer ses parts sociales dans l'entreprise où il est le seul Congolais associé au Turc, malgré la lettre du procureur général demandant à celle qu'il retrouve ses droits. Il s'insurge contre cette situation. Procureur général de la République, appelé aujourd'hui procureur général pour la Cour de cassation, a signé une lettre circulaire pour dire écoutez, vous êtes interdits. Ce travail de déguerpir, c'est le travail du magistrat des cours et tribunaux parce que lui rend le jugement, rend l'arrêt. Vous n'êtes pas indépendant en vertu de l'article 149 de la Constitution. Tous les actes posés par les magistrats du parquet général de Lubumbashi ont été illégaux. Mon souci, que la société Hightech Sandracha soit réhabilitée dans ses droits sur le plan administratif, qu'on demande à ces magistrats de ne pas continuer à faire ce qui n'est pas de leur compétence. Hightech Sand Crusher SRL est situé au numéro 36 sur la route Kipushi dans la commune annexe ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Elle est spécialisée dans la construction. Signalons que c'est depuis juillet de l'année en cours que cette société a été scellée pendant que les associés étaient en assemblée générale. Après le lancement de l'année académique 2019-2020 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Loakalo-Senjola, l'ISTEM a procédé à la rentrée académique ce mardi 22 octobre 2019. Reportage. Effectivité de la rentrée académique 2019-2020 en République démocratique du Congo. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM, a organisé ce mardi une cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants. Question de leur donner des orientations à suivre dans ces sites universitaires qu'ils viennent d'embrasser et de présenter officiellement le membre du comité de gestion de cet alma mater ainsi que toutes les autorités académiques. Le professeur François Mpona a invité toute la communauté estudiantine, mais surtout les nouveaux étudiants de l'ISTEM à la propreté. Il faut que l'étudiant qui vient chez nous sache qu'est-ce qu'il est venu faire. Le thème pour nous, c'est la pratique. On ne veut pas former seulement les théoriciens, on veut les gens qui pratiquent, qui sont directement responsables sur terrain pour qu'ils soient directement utilisés, qu'ils soient utiles à la société, les professionnels. Nous sommes menacés. La pluie, c'est une bénédiction pour tout le pays. Mais chez nous, la pluie est une menace. Parce qu'il y a des érosions. Il fallait que toute cette grande communauté qui vient chez nous sache comment se comporter pour éviter justement la naissance de plusieurs têtes d'érosion. Et nous voulons apprendre, futurs professionnels de santé, à être des gens propres. Ça va être déjà un premier niveau pour la protection de la santé. L'année académique 2019-2020 à l'ISTEM Kinshasa est placée sous les signes de la pratique et le professionnalisme. Mais avant de nous séparer, sachez que le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a tenu une matinée politique à Lubumbashi. Plusieurs questions sécuritaires ont été abordées. Reportage. Toutes les éminences grises du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ont répondu présentes à cette première matinée politique inter-organes
initiée par le président national Joseph Kabila Kabange. Il s'agit pour les partis de s'auto-évaluer et envisager l'avenir après les élections de décembre 2018. Une prière suivie des lignes du parti a marqué le début de ces assises de 2 jours qui réunissent les secrétaires fédéraux de toutes les provinces et les membres du bureau politique. Après les mots de bienvenue du fédéral et gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, lequel a rendu hommage au président national du PPRD, Joseph Kabila, père de l'alternance pacifique et de la démocratie, pour les choix portés sur le Haut-Katanga afin d'abriter ces assises, le secrétaire permanent a donné les grandes orientations des travaux. Emmanuel Ramazani Chadari a auparavant salué le travail réalisé pendant 17 ans par le chef du parti, Joseph Kabila Kabange, qui a permis la refondation de la nation congolaise. Élections pluralistes, rigueur dans la gestion des finances publiques, amélioration du social, bref, ce premier grand rendez-vous de la première force politique du pays doit lui permettre de consolider ses positions. En tout premier lieu, il s'agira de procéder dans une démarche objective et autocritique à une évaluation sans complaisance du travail que nous avons réalisé ensemble lors des élections qui se sont déroulées il y a à peu près 10 mois. Il nous faut savoir et relever le point fort comme les points de défaillance de nos actions aux multiples scrutins. À l'occasion, Emmanuel Ramazani Chadari a annoncé le retour politique prochain du camarade Joseph Kabila Kabange. J'ai le plaisir et l'honneur de vous faire savoir ici que notre président national, Joseph Kabila Kabange, a décidé de faire sa rentrée politique dans les tout prochains jours après un petit temps de vacances et un Congo fort bien mérité. Ouverte ce mardi 22, les assises de Lubumbashi se clôturent le mercredi 23 octobre avec une feuille de route des prochaines activités du parti, cher au camarade Joseph Kabila Kabange. Découvrons ensemble ce communiqué de presse qui vient de nous parvenir. Le ministère de la Communication et Médias porte à la connaissance des journalistes nationaux que la SADC vient de lancer l'édition 2020 du concours des journalismes. Il invite les journalistes congolais intéressés à participer à cette épreuve annuelle à venir retirer les formulaires d'inscription auprès du directeur de cabinet du ministre d'État ainsi que les règlements du concours. Compte tenu des contraintes du calendrier, les candidats doivent remplir les formalités avant la fin du mois d'octobre 2019. Fête à Kinshasa le 17 octobre 2019. Koudoura Kassongo, directeur de cabinet. Au nom de Mireille Kumbu qui a concouru à la rédaction de ce journal, je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Jacques Chibouaba Meji revient à minuit pour vous informer davantage. Merci de rester avec nous. Au revoir.